Ce chapitre s'intéresse aux combustions et continue le programme de première. Qu'est-ce qu'une combustion? Une combustion, c'est une réaction chimique entre un combustible, ce qui brûle, et un comburant, ce qui fait brûler. Des exemples de combustibles, par exemple le bois, le papier, le carton, etc. etc. Des exemples de comburants, surtout le dioxygène, mais il y en a éventuellement aussi d'autres. Pour que cela fonctionne, il faut aussi ce qu'on appelle une énergie d'activation, c'est-à-dire une énergie suffisante qui va faire que le combustible et le comburant vont commencer à réagir ensemble. Cette énergie, on peut l'apporter sous la forme d'une flamme, de chaleur, etc. Donc il faut ces trois éléments pour qu'il y ait combustion. Quelque chose qui brûle, quelque chose qui fait brûler, et une énergie qui permet de démarrer la combustion. Une fois qu'elle est démarrée, par contre, elle s'auto-continue. Les combustibles qui vont nous intéresser dans ce chapitre sont surtout les combustibles liquides, c'est-à-dire par là tous les alcanes, c'est-à-dire les éléments du pétrole, ou alors les alcools éventuellement. Lorsqu'on effectue une combustion, on va écrire ce qu'on appelle la réaction de combustion. Cette réaction s'écrit toujours de la même façon. C'est-à-dire à gauche les réactifs, c'est-à-dire ce qui réagit ensemble, ce qu'il y a au départ, et à droite on va trouver les produits, c'est-à-dire ce qui est fabriqué par la réaction de combustion. Dans les réactifs, on va trouver le combustible, donc ce qu'on brûle, et le comburant. Ici, très souvent, dans ce qui nous concerne cette année, ce sera toujours le dioxygène. Les produits de la réaction sont toujours les mêmes dans le cas d'une combustion complète. Il s'agit du dioxyde de carbone, ce que l'on rejette lorsqu'on respire, et de l'eau, sous la forme de vapeur. Et ce sera toujours la même chose. Donc il faut absolument se souvenir. Il faut donc se souvenir qu'une réaction de combustion s'écrit toujours de la même façon, c'est-à-dire avec le combustible, plus une certaine quantité du comburant, et on va obtenir une certaine quantité de dioxyde de carbone et une certaine quantité d'eau sous la forme de vapeur. Donc ce sera toujours combustible plus O2 donne, flèche, pour donner du CO2 plus de l'eau. Et ensuite, il va suffire de trouver ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire les nombres que l'on va placer devant chacune de ces molécules ici. On laissera toujours 1 devant le combustible, de manière à ce qu'on ait un équilibre, c'est-à-dire que l'on ait la même quantité de chaque élément à droite et à gauche. Donc par exemple, si on a 6 carbone de ce côté-là, du côté du combustible, eh bien il faudra mettre un 6 devant le CO2, de manière à ce qu'il y ait 6 carbone de l'autre côté aussi. Il est essentiel que vous sachiez équilibrer une équation de combustion. Prenons le cas du propane, C3H8, ce sera donc le combustible. On va donc écrire l'équation de combustion de ce combustible. Donc on va l'écrire de la façon suivante, le combustible plus O2 donne CO2 plus H2O comme nous l'avons vu précédemment. Il ne reste maintenant plus qu'à équilibrer les coefficients devant les différents éléments ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, le combustible, on va le laisser à 1, donc C3H8. Attention, on ne peut pas toucher les molécules elles-mêmes. La seule chose que l'on peut faire, c'est mettre des nombres devant. Ces facteurs sont des nombres multiplicatifs. C'est-à-dire que si l'on met un 2, par exemple, devant le CO2, ça fait 2C, mais ça fait aussi le O2 multiplié par 2. Donc ça va faire 2 fois 2, c'est-à-dire 4 oxygènes. Donc attention à ça, lorsqu'on met un facteur devant, ce facteur s'applique à toute la molécule, ce qui est logique, puisque vous avez une molécule constituée d'un carbone et de 2 oxygènes, vous en prenez 2, vous avez 2 oxygènes, 2 carbones, et 4 oxygènes. Donc en effet, dès que vous mettez un facteur, vous prenez un certain nombre de chaque molécule, eh bien vous allez multiplier tous les éléments de la molécule par ce facteur. Donc ici, on va toujours équilibrer de la même façon. On prend C3H8, et on regarde combien il y a de carbone à gauche. On voit qu'il y a 3 carbones, c'est 3. Donc on va tout simplement placer un 3 devant le CO2, de manière à ce qu'on ait 3 carbones, puisque c'est le seul endroit à droite qui contient des carbones. On va ensuite s'intéresser à l'hydrogène. À gauche, ici, on s'aperçoit qu'il y a 8 hydrogènes. De l'autre côté, on a des molécules d'eau, on n'en a pour le moment que 2. Puisqu'on veut en avoir 8, et qu'on les prend par paquet de 2, puisque chaque fois qu'on prend une molécule d'eau, il y a 2 hydrogènes, il va falloir qu'on prenne 4 molécules d'eau, de manière à avoir 8 hydrogènes au total. Il ne reste alors plus qu'à équilibrer le nombre d'oxygène. Alors pour cela, on va compter combien il y en a de chaque côté. Ici, on a pris 3 CO2, donc 3C, et 3 fois 2, c'est-à-dire 6 O. Donc je marque un 6 dessous. De l'autre côté, on a pris 4 molécules d'eau. Chaque molécule d'eau a un oxygène, donc ça nous donne 4 oxygènes. Donc au total, nous avons 10 oxygènes. De l'autre côté, on va les prendre par paquet de 2, puisque c'est du dioxygène. Donc pour que ça fasse 10 au total, eh bien on va tout simplement prendre 5 O2, ce qui va faire un total de 10 O. Et voilà, cette équation est alors équilibrée. Ça se complique un petit peu lorsque le nombre de carbone du combustible est un nombre pair. Nous allons voir pourquoi. Commençons comme d'habitude, on écrit ici l'octane, le combustible, plus O2 donne CO2 plus H2O. Jusque-là, on ne se pose pas de questions, c'est toujours la même chose. On regarde combien il y a de carbone dans le combustible, il y en a 8, donc automatiquement, on sait que devant le CO2, il y aura un 8. On fait pareil avec les hydrogènes, il y en a 18 ici, à gauche, donc à droite, on les prend par paquet de 2, donc pour que ça fasse 18, on va prendre 9 paquets de 2. Donc on place un 9 devant l'oxygène. Il ne reste plus qu'à ajuster les oxygènes. On fait la même chose que tout à l'heure. On a pris 8 CO2, donc 2 fois 8, 16 oxygènes ici, et on a pris 9 molécules d'eau, c'est-à-dire 9 oxygènes ici. Ce qui fait 16 plus 9, c'est-à-dire 25. Donc de l'autre côté, il faut qu'on ait 25 oxygènes. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, on les prend par paquet de 2. Or, 25 n'est pas divisible par 2. Donc dans ce cas-là, on va l'écrire sous la forme d'une fraction. Et on écrira donc 25 demi, comme c'est le cas ici.
Voilà donc cette équation équilibrée. Ensuite, il y a un cas supplémentaire, c'est le cas où on s'intéresse à des alcools, comme celui-ci. La seule difficulté supplémentaire, c'est que dans le combustible, vous voyez, il y a déjà de l'oxygène. Il y en a un. Donc de ce fait-là, lorsqu'on va compter combien il faut en mettre devant le dioxygène, il faudra tenir compte du fait qu'il y en a déjà un à gauche qui est contenu dans le combustible. C'est la seule difficulté, mais sinon, ça ne présente pas de difficulté particulière. Celui-là, je vous laisse essayer de le faire, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Il faut seulement bien tenir compte de cet oxygène ici, lorsqu'on fait le compte à gauche, pour s'assurer qu'il y a le même nombre d'oxygène à gauche que le nombre d'oxygène à droite. Il est important de savoir lire une équation chimique, car cela va nous permettre de calculer des quantités de matière des différentes espèces. Si on prend l'équation qu'on avait tout à l'heure, C8H18, donc l'octane, plus 25 demi-DO2 donne 8 CO2 plus 9 H2O, c'est ce qu'on avait équilibré. Donc ceci, comment ça se lit? Eh bien tout simplement en disant qu'une molécule d'octane réagit avec 12,5 ou 25 demi de molécules de dioxygène pour donner 8 molécules de dioxyde de carbone et 9 molécules d'eau. Sachant que l'on parle très rarement en molécules puisque la molécule est trop petite à l'échelle humaine, on se ramène, comme vous l'avez vu en seconde et en première, à ce qu'on appelle des moles. Mais cette équation-là peut se lire exactement de la même façon puisqu'une mole contient toujours la même quantité de molécules. Donc on va pouvoir dire qu'une mole d'octane réagit avec 12,5 moles de dioxygène pour donner 8 moles de dioxyde de carbone et 9 moles d'eau. Lorsqu'on va travailler sur les combustions, on va s'intéresser à cette équation. Et pour pouvoir utiliser cette équation, on va devoir se ramener à ce qu'on appelle la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles de chacun des constituants. Généralement, on va nous donner une masse de combustible. Cette masse de combustible, on va la transformer en quantité de matière. Cette quantité de matière, on la note petit n. Elle s'exprime en mol. Elle représente le nombre de paquets d'atomes ou de molécules. La masse, elle, se note petit m et elle s'exprime en grammes. La masse molaire, que l'on va noter grand M, elle s'exprime en grammes par mol. Donc on va noter gramme mol moins 1. Elle représente la masse d'une mole de l'espèce chimique en question. Donc par exemple, l'octane va avoir sa masse molaire, le dioxyde de carbone va avoir sa masse molaire et l'eau va avoir sa masse molaire. Donc c'est la masse d'une mole, donc la masse de toujours la même quantité de molécules, mais la masse est différente puisque certaines molécules sont plus lourdes que d'autres. Donc pour calculer une masse molaire, normalement on sait faire, il suffit de regarder par exemple dans le cas de l'octane ici, de quoi il est composé, ici de 8 carbones et de 18 hydrogènes, et on va donc tout simplement calculer 8 fois la masse du carbone, d'une mole de carbone, c'est-à-dire 12, auquel on va rajouter 18 fois la masse d'une mole d'hydrogène, c'est-à-dire 1 gramme. Donc 8 fois 12 plus 18, c'est-à-dire 114 grammes par mol. Quelques termes à connaître lorsqu'on fait une réaction chimique. Tout d'abord, le premier réactif qui vient à manquer, on appelle ça le réactif limitant. Et lorsque tous les réactifs ont été consommés, on dit qu'ils sont dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire qu'ils vérifient les coefficients stoichiométriques de l'équation. Ça signifie quoi ça? Ça signifie par exemple, si on reprend l'équation ici, eh bien qu'on a mis par exemple une mole de octane et 12,5 moles de dioxygène. Là, ce serait dans les proportions stoichiométriques. Ou si on a mis 2 moles d'octane, dans ce cas-là, on a mis 25 moles de dioxygène, 2 fois plus. Voilà, donc c'est ça les coefficients stoichiométriques, les proportions stoichiométriques. Dans les exercices que l'on va généralement vous demander, c'est de calculer des masses et des quantités de matière de dioxyde de carbone ou d'eau qui seront produites lors de la combustion, ou alors des masses et des quantités de matière de combustible ou de comburant qui ont été consommés. Dans ce cas-là, on va utiliser l'équation de la réaction et les coefficients qui sont devant cette équation. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que lorsqu'on utilise une équation de réaction, il faut toujours se ramener à des quantités de matière. Ça ne fonctionne pas si on ne parle de masse, par exemple. On ne peut pas dire que lorsqu'on regarde cette équation, on ne peut pas dire que 1 gramme d'octane réagit avec 12,5 grammes de dioxygène. C'est faux. On ne peut utiliser que des quantités de matière, c'est-à-dire soit des nombres de molécules, soit des nombres de moles. Donc si on nous donne des masses, eh bien, il va falloir tout d'abord les convertir en quantités de matière, avant de pouvoir utiliser l'équation pour calculer les quantités de matière d'autres espèces. On va faire ça à travers un exemple, vous allez voir que c'est très simple. Afin de passer des masses aux quantités de matière ou des quantités de matière aux masses, on va utiliser cette équation ici, qui dit que la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire, qu'on peut facilement organiser en passant la masse molaire de l'autre côté, pour trouver que la masse, c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. La masse est toujours en grammes, la quantité de matière toujours en mol, et la masse molaire en grammes par mol. Dans les exercices, on donnera donc souvent la masse de combustible. Donc on sait qu'une fois qu'on a la masse, il va falloir passer à la quantité de matière. Pour cela, très simple, il nous suffit d'avoir la formule brute du combustible. Par exemple, c'est 8H18, ou ici dans l'exemple du dessus, CH4. Dans ce cas-là, on peut calculer la masse molaire, et une fois qu'on a la masse molaire, on applique la relation précédente, qui dit donc que la quantité de matière de combustible, c'est la masse de combustible divisée par la masse molaire du combustible. Attention de bien indicer vos petites lettres ici, pour ne pas confondre les différents éléments. On obtient alors la quantité de matière de combustible. Afin de passer maintenant à la quantité de matière d'une autre espèce, on va devoir trouver l'équation de la réaction. Dans l'exemple ici, par exemple, on s'intéresse au méthane, CH4. Donc on va devoir calculer la masse molaire du CH4 pour calculer la quantité de matière, et ici elle nous est donnée, donc cette étape a été faite pour nous. On va maintenant devoir écrire l'équation de la réaction. Donc on fait exactement comme tout à l'heure.
Le méthane plus de l'oxygène donne du dioxyde de carbone plus de l'eau. Il ne reste alors plus qu'à équilibrer. Le carbone, il n'y en a qu'un, donc on laisse 1 devant CO2. Des hydrogènes, il y en a 4, donc on va prendre 2 molécules d'eau pour que ça fasse 4 hydrogènes. On se retrouve donc avec 4 oxygènes à droite, il faut donc 2 O2 pour que ça fasse 4 oxygènes. Une fois qu'on a ça, si on connaît la quantité de matière de méthane 0,1 mol, eh bien, grâce à l'équation, on peut trouver par exemple qu'il y aura aussi 0,1 mol de dioxyde de carbone, puisqu'une mol de ça donne 1 mol de dioxyde de carbone. Si on veut connaître le nombre de molécules d'eau, eh bien, il y en aura 2 fois 0,1 mol, puisqu'il y a 2 fois plus d'eau que de méthane. Et même chose pour l'oxygène, il y en a 2 fois plus, donc ça fait aussi 0,2 mol. Donc ici, on peut facilement, grâce à l'équation, déterminer les quantités de matière des différentes autres espèces, connaissant l'une d'elles. Donc ça nous amène à cette étape-là qui nous permet de calculer. Alors, prenons par exemple l'exemple de l'eau. On va donc trouver qu'on a 0,2 mol d'eau. Il ne reste alors plus qu'à remonter jusqu'à la masse d'eau, ce que l'on va faire facilement en utilisant toujours la même équation, mais cette fois en calculant la masse petit m, en disant que la masse petit m c'est n fois grand M. Mais attention, cette fois on le fait pour l'eau, non plus pour le combustible. Donc on écrit cette équation en indiquant bien les espèces. Ainsi on obtient MH2O égale NH2O fois la masse molaire de l'eau, H2O. La masse molaire de l'eau c'est 16 pour l'oxygène plus 2 fois 1 pour l'hydrogène, ça nous fait donc 18. La quantité de matière, on l'a calculée juste avant, c'était 0,2. Donc la masse, c'est 0,2 fois 18, c'est-à-dire 3,6 grammes. On obtient donc 3,6 grammes d'eau. Alors vous voyez pourquoi c'est important de bien indicer, parce que ici on avait une certaine masse molaire qu'on utilisait dans ce sens-là, ici une autre. Donc en indiquant à chaque fois, on est sûr de ne pas se tromper et d'arriver au bon résultat. Voilà comment on s'y prend donc pour passer d'une espèce à l'autre, calculer des quantités de dioxyde de carbone, d'eau produite lors de la combustion de certaines espèces. Maintenant, quelques notions à connaître. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un carburant? Un carburant, c'est un combustible qui est utilisé dans les moteurs thermiques. Qu'est-ce que la biomasse? C'est l'ensemble des espèces végétales que l'on peut utiliser. Et enfin, un biocarburant, c'est donc un carburant, une espèce utilisée dans les moteurs thermiques, fait à partir d'éléments végétaux, tels que le blé, le maïs, etc. Lorsqu'on effectue une combustion, généralement, c'est pour produire de l'énergie, sous la forme thermique, comme par exemple dans une voiture, ou dans un feu, ou dans un chauffage, etc. Donc, il est important d'avoir une idée de l'énergie qui va être libérée lorsqu'on va effectuer la combustion d'un combustible particulier. Cette énergie, on va la trouver sous la forme d'une enthalpie, ce qu'on appelle l'enthalpie de combustion. Alors qu'est-ce que c'est cette enthalpie de combustion? Eh bien, c'est l'énergie thermique libérée lors de la réaction complète d'une mole de combustible avec du dioxygène. On va l'exprimer donc en joules par mol, une énergie par mol de combustible. On peut aussi trouver parfois le PCI, pouvoir calorifique, qui lui correspond à l'énergie produite par la combustion d'un kilogramme de combustible. Ça va donc s'exprimer en joules par kilogramme, et c'est multiple. Si l'on veut connaître la quantité d'énergie produite par une combustion particulière, eh bien, il suffit d'utiliser l'enthalpie et de multiplier ça par la quantité de matière de combustible que l'on a brûlée. De ce fait-là, on va trouver l'énergie en joules qui a été libérée. Enfin, lorsqu'on effectue une combustion, il y a des dangers, comme vous le savez sans doute. Il y a plusieurs dangers. Il y a tout d'abord le cas où la combustion est ce qu'on appelle incomplète, c'est-à-dire qu'il manque du dioxygène. Donc par exemple, si votre cheminée est un peu bouchée, l'apport d'air peut être insuffisant, et dans ce cas-là, vous êtes dans le cas d'une combustion incomplète. Dans ce cas-là, vous avez production de monoxyde de carbone en plus du dioxyde de carbone, et ce monoxyde de carbone est toxique. Il est incolore, inodore, et peut causer la mort. On peut aussi avoir un risque de feu, bien sûr, lorsqu'on fait brûler quelque chose. Et dans le cas du GPL, pour les voitures qui fonctionnent au GPL, il y a un risque d'explosion. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur les dangers des combustions.